Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on pense souvent aux chars, aux batailles gigantesques, aux bombardements, bref, au chaos militaire habituel. Salut et bienvenue dans ta chaîne d'histoire. Pour cet épisode, je ne serai ni sarcastique et pas d'humour, tu comprendras bien la raison. Pendant que l'Europe brûle, une autre machine tourne en parallèle, une machine froide, méthodique, administrative, une machine dont l'objectif n'est pas de gagner une bataille, mais d'effacer un peuple entier de la surface de la Terre. Bienvenue dans ce que le régime nazi appelait pudiquement la solution finale de la question juive. Oui, parce que même pour organiser un génocide, l'administration allemande a trouvé un nom qui sonne presque comme une réunion de comité. Tout commence avec l'idéologie du régime d'Adolf Hitler. Dans sa vision du monde, les juifs ne sont pas simplement un groupe religieux ou culturel. Non. Ils sont présentés comme l'ennemi absolu, responsable de tout. La défaite de 1918, la crise économique, le bolchevisme, la décadence culturelle, bref, si quelque chose va mal, c'est forcément la faute des Juifs. C'est simple, pratique et totalement délirant. Dès l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, la discrimination devient politique officielle. Exclusion des emplois publics, boycott des commerces, loi raciale. Les célèbres lois de Nuremberg de 1935 retirent même aux Juifs la citoyenneté allemande. Mais à ce stade, l'objectif principal est encore l'exclusion, pas l'extermination. En clair, on veut les pousser à partir. Puis arrive la guerre, et avec la guerre, tout change. Lorsque l'Allemagne envahit l'Europe de l'Est en 1939, puis l'Union soviétique en 1941 lors de l'opération Barbarossa, les nazis se retrouvent soudainement avec des millions de juifs sous leur contrôle. Et là, l'idéologie raciste rencontre un problème logistique. Que faire de toutes ces personnes? La réponse va devenir de plus en plus radicale. D'abord les ghettos, Varsovie, Cracovie. On entasse des centaines de milliers de personnes dans des quartiers murés. La faim, les maladies et l'exécution font déjà des ravages. Mais pour certains dirigeants nazis, cela ne va pas assez vite. À partir de 1941, les Einsatzgruppen, des unités mobiles de tuerie, suivent l'armée allemande en Union soviétique. Leur mission est simple, terriblement simple. Rassembler les juifs d'un village ou d'une ville, les emmener à l'extérieur, les fusiller, hommes, femmes, enfants, enfin tout le monde. L'un des exemples les plus connus est le massacre de Babi Yar, près de Kiev, où plus de 33 000 juifs sont assassinés en 2 jours. Mais ce système pose un problème aux nazis eux-mêmes. C'est lent. Ça mobilise beaucoup de soldats et même certains bourreaux commencent à craquer psychologiquement. Oui, même les nazis réalisent que fusiller des familles entières à longueur de journée peut être moralement perturbant. Solution? Industrialiser le meurtre. Le 20 janvier 1942, plusieurs hauts responsables nazis se réunissent dans une ville près de Berlin. Cette réunion est connue sous le nom de Wannsee-Konferenz et organisée par Reinhard Heydrich sous l'autorité de Heinrich Himmler. Et là, autour d'une table avec café et documents administratifs, ils discutent tranquillement de la mise en œuvre industrielle de l'extermination des Juifs d'Europe. Pas de cris, pas de débats moraux, juste des tableaux statistiques. On parle de 11 millions de Juifs dans toute l'Europe, pays par pays, comme si on planifiait la distribution de colis. C'est ça qui est peut-être le plus glaçant. Le génocide devient un projet bureaucratique. À partir de 1942, le système se met en place. Des camps spécialement conçus pour tuer sont créés ou transformés. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec. Les victimes arrivent en train, souvent après plusieurs jours enfermées dans des wagons à bestiaux. À l'arrivée, on leur dit qu'elles vont prendre une douche. C'est un mensonge. Les douches sont en réalité des chambres à gaz. Le gaz utilisé est souvent le Zyklon B. En quelques minutes, des centaines de personnes meurent. Les corps sont ensuite brûlés dans des crématoires. Tout est organisé pour fonctionner comme une chaîne industrielle. Arrivée, sélection, exécution, destruction des corps. Et on recommence. J'ai eu l'occasion de me rendre à Auschwitz lors de la commémoration des 75 ans de la libération du camp. Ce que j'y ai vu est difficile à décrire. L'endroit est à la fois silencieux, lourd et profondément marquant. On réalise soudain que ce dont on parle dans les livres d'histoire s'est réellement passé ici, dans ces bâtiments, sur ce sol. Visiter Auschwitz n'a rien de voyeuriste. Au contraire, on n'y va pas pour regarder l'horreur, mais pour comprendre et témoigner, pour mettre un visage, un lieu et une réalité sur ce que l'histoire raconte. C'est une expérience impressionnante et profondément humaine.
Un lieu qui mérite d'être visité non pas par curiosité morbide, mais par devoir de mémoire. Parce que l'histoire ne doit pas être seulement racontée, elle doit aussi être transmise pour que l'on n'oublie jamais. Entre 1941 et 1945, environ 6 millions de Juifs sont assassinés. Mais la machine nazie ne s'arrête pas là. D'autres groupes sont également persécutés et massacrés. Les Roms, les prisonniers soviétiques, les opposants politiques, les personnes handicapées, les homosexuels. Le système concentrationnaire devient un univers entier de camps, de travail forcé et d'extermination. Une civilisation parallèle, construite uniquement pour tuer. À mesure que la guerre tourne mal pour l'Allemagne, les nazis tentent d'effacer les traces. Camps démontés, documents détruits, marche de la mort pour évacuer les prisonniers. Mais lorsque les armées alliées avancent en 1944 et 1945, elles découvrent l'horreur. Les camps libérés révèlent au monde ce qui s'est réellement passé. Les charniers, les survivants squelettiques, les montagnes de chaussures, de cheveux, de lunettes. Des preuves impossibles à nier. Après la guerre, plusieurs responsables nazis sont jugés lors des procès de Nuremberg, mais beaucoup ont déjà fui ou se sont suicidés. La solution finale n'a pas été improvisée, elle a été pensée, organisée, planifiée par des fonctionnaires, des ingénieurs, des bureaucrates, des gens qui remplissent des formulaires le matin et organisent un génocide l'après-midi. C'est peut-être ça la leçon la plus inquiétante. Les pires crimes de l'histoire ne sont pas toujours commis par des monstres caricaturaux. Parfois, ils sont commis par des gens parfaitement ordinaires qui suivent simplement un système devenu complètement fou. Aujourd'hui, la solution finale reste l'un des symboles les plus terrifiants de ce que l'on peut produire. Une idéologie raciste poussée à l'extrême, un rappel brutal que la barbarie peut surgir au cœur même d'une société moderne, organisée et civilisée. Et que l'histoire, comme disait Cicéron, Historia magistra vitae est, l'histoire est la maîtresse de la vie, à condition qu'on prenne la peine de l'écouter. Et voilà la fameuse solution finale, un nom presque élégant pour désigner l'un des crimes les plus monstrueux de l'histoire humaine. Comme quoi, avec un peu de bureaucratie, quelques tableaux Excel avant l'heure et 2 ou 3 fanatiques persuadés de détenir la vérité absolue, on peut transformer un continent entier en machine à tuer. C'est aussi ça la grande leçon de l'histoire. Les pires catastrophes ne commencent presque jamais par des explosions. Elles commencent souvent par des discours, des lois et des gens qui regardent ailleurs. Alors, la prochaine fois que quelqu'un t'explique qu'un groupe entier de personnes est responsable de tous les maux du monde, méfie-toi, parce que l'histoire nous a déjà montré plusieurs fois comment ce genre de raisonnement peut se terminer. Bref, si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like et à partager, parce que comprendre l'histoire, ce n'est pas juste regarder le passé, c'est éviter de refaire exactement les mêmes erreurs, mais avec des meilleures technologies. Et sur ce, à la prochaine fois pour un nouvel épisode où l'humanité prouvera une fois de plus qu'elle est capable du meilleur, mais aussi très souvent du pire. Ciao.